Bonsoir, bienvenue à cette séance cinéma et jeux vidéo que nous avons régulièrement ici au TNB. Il y en a 3 par an. Ce soir, derrière moi, GTA V et au 3e étage, Drive de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, que vous connaissez peut-être déjà et que vous allez redécouvrir. Alors, dans Drive, on a un super-héros à l'écran, puisqu'il n'a pas de nom. Il sauve la veuve et l'orphelin, et il a un costume devenu culte depuis. Ce soir, nos super-héros, il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Je ne sais pas si c'est notre Ryan Gosling René qui est là ce soir. Waouh! Waouh! Il s'appelle Jean-Baptiste Massuet. Je crois qu'il y en a quand même pas mal parmi vous qui le connaissent déjà. Il n'est pas venu seul et sûrement pas avec une veuve et orpheline à défendre. Elle sait le faire très bien. J'ai nommé Julie Le Baron. Vous pouvez les accueillir. Trop mignons. Ils sont drôlement sympas. Ce sont eux qui seront aux manettes et puis qui présenteront le film après. Alors, cette séance, comme toutes les séances, est enregistrée. Vous pouvez retrouver toutes nos séances de cinéma et jeux vidéo sur la page YouTube du TNB. Je vais leur laisser la parole. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée en leur compagnie. Merci. Merci à vous deux. Bien, bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses donc, pour cette nouvelle séance du cycle cinéma et jeux vidéo du TNB. Alors on va vous rappeler brièvement le déroulé de ces séances, mais avant quand même je présente plus avant mon acolyte de ce soir. On a déjà fonctionné ensemble sur une séance cinéma et jeux vidéo consacrée à Alien Isolation que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du TNB. Julie, donc Julie Le Baron, rédactrice en chef du magazine Canard PC, chroniqueuse pour le podcast Silence on joue, produit par Libération, qui intervient également pour l'émission Netscape sur Arrêt sur Image avec Rafik Djoumi. Et puis tu as écrit pour de très nombreuses revues, journaux, JV Culture Jeux Vidéo, Le Monde, Vice, voilà. Julie est partout, vous ne pouvez pas la manquer si vous vous intéressez aux jeux vidéo, et on est évidemment extrêmement ravis de l'accueillir à nouveau ce soir pour parler d'un jeu qui est l'un de ses jeux préférés. Un de mes jeux préférés de tous les temps. Mais je suis un peu mortifiée que vous soyez aussi nombreux ce soir parce que c'est un jeu que j'aime énormément. Mais je l'ai découvert en le relançant quelques jours avant cette séance. Je suis nulle à ce jeu. C'est une catastrophe. Je fonce dans les murs. Quand je veux respecter le code de la route, je ne le fais pas. Je mets approximativement 30 minutes à semer les flics. Donc désolé d'avance pour le spectacle que vous allez voir ce soir. Le jeu accuse aussi un petit peu de son âge. Il est sorti en 2013 après tout. Et justement, tu fais bien de dire ça parce que l'idée, c'est aussi de vous expliquer le fonctionnement de ces séances. Je vais faire juste un tout petit tour d'horizon. Pour qui c'est la première fois ces séances cinéma et jeux vidéo, juste pour que je sache? Il y a quand même pas mal de monde. Ok. Alors, pour vous expliquer un peu le principe de ces séances, il ne s'agit absolument pas d'une démonstration technique incroyable de skill que nous n'avons ni l'un ni l'autre apparemment, mais moi je suis sûr que tu joues beaucoup mieux que moi parce que pour le coup je suis aussi très je suis très mauvais à GTA V pour le coup, vous allez très vite vous en rendre compte, mais l'enjeu n'est pas de faire cette démonstration, l'enjeu est plutôt de réfléchir à la fois aux images de jeux vidéo, la manière dont elles peuvent évoquer les imaginaires du cinéma, et de réfléchir aussi à la mise en scène, bien sûr, qui elle aussi convoque les spectres de plusieurs cinéastes, de plusieurs genres, que nous allons essayer de saisir dans cette heure et demie de gameplay qui nous attend. Le but, bien sûr, ça va être de discuter, ce qui fait que parfois, on va perdre le fil de ce qui se passe à l'écran, on va avoir des accidents, des carambolages. Bon, voilà, faut pas s'inquiéter, c'est à peu près normal. On va sans doute refaire 2-3 missions plusieurs fois parce qu'on risque de se trouver dans une situation un peu compliquée. Mais l'intérêt, c'est que le jeu est aussi un support à la discussion et à la réflexion qu'on va mener ensemble autour des imaginaires cinématographiques de ce jeu. Eh bien, Julie, si tu veux nous présenter peut-être rapidement GTA V. Ouais, bien sûr. Voilà, pour nous dire un peu de quoi il s'agit. GTA V, comme son nom l'indique, est le 5e épisode de la franchise GTA, donc qui est une franchise de jeu d'action-aventure. Donc le 5 est en monde ouvert et se déroule dans la ville de Los Santos, donc c'est vraiment, on en reparlera un peu plus tard, calqué sur Los Angeles. Et c'est un jeu où en gros on va incarner 3 personnages différents. C'est une grande première pour la franchise GTA qui habituellement nous faisait suivre un personnage, un destin très écrit. Là on peut passer d'un personnage à l'autre à presque n'importe quel moment, ce qui va donner vraiment une sorte de rythme assez notable dans la narration.
C'est sorti en septembre 2013, ce qui nous rajeunit pas parce que le jeu a une longévité assez monstrueuse. Enfin, encore aujourd'hui, des gens jouent à GTA, mais notamment sur le mode en ligne. Ça a été développé donc par le studio Rockstar North, enfin Rockstar qui est à l'origine de grosses franchises du jeu vidéo, notamment Max Payne et Red Dead Redemption en plus de ça. Et en fait, c'est une collaboration entre Rockstar North, donc qui est le siège social de Rockstar, et qui ont associé leurs forces à plusieurs autres studios Rockstar à travers le monde. Donc il y a notamment Londres, Leeds, San Diego. Enfin, c'est vraiment le fruit de plein de développeurs. Mais quand même, le gros du développement se fait au sein de Rockstar North en Écosse. C'est assez intéressant de constater que GTA, donc c'est une franchise qui parle énormément de l'Amérique, qui est une satire de la société américaine contemporaine, mais qui est développée avant tout par des Écossais qui vont faire vraiment ce pas de côté, mais des Écossais qui s'appellent les frères Hauser, qui eux ont grandi dans l'Écosse de Thatcher et qui ont beaucoup de commentaires politiques à faire sur les États-Unis. Et justement, c'est vrai que tu l'as signalé, hein, mais le jeu se passe donc dans une ville qui s'appelle Los Santos, mais qui est effectivement quasi une réplique de Los Angeles, avec beaucoup de points d'intérêt hein, qu'on retrouve effectivement dans le jeu. Il y a évidemment le panneau d'Hollywood qui est réintitulé en Vinewood. Vinewood, ouais. Le Walk of Fame hein, qu'on va retrouver, Rodeo Drive, Sunset Boulevard, voilà. On va trouver effectivement énormément de lieux qui vont en plus faire écho au cinéma et on aura sans doute l'occasion de traverser un petit peu ces lieux. De citer quelques exemples un petit peu, ouais. Juste un petit détail sur le jeu, c'était une des productions les plus chères de l'époque. C'est 265 millions de dollars de coût de production. Alors c'est un record qui va être bientôt complètement explosé par GTA 6 qui a déjà dépassé le milliard. Mais ouais, c'est un mastodonte du jeu vidéo. C'est vraiment le plus gros blockbuster. Et en termes de vente, on est sur un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, quoi. Pour le gameplay, nous vous proposons donc ce soir de faire, comme on le fait souvent dans les séances cinéma et jeux vidéo, l'ouverture du jeu et ensuite quelques séquences auxquelles on a réfléchi, qu'on va pouvoir revisiter en discutant un peu des enjeux narratifs et de mise en scène. Eh bien, nous allons pouvoir commencer, donc switcher sur le jeu. Donc vous allez évidemment... Ah oui, non, c'est toi, pardon. C'est comme tu veux. Ouais, si c'est mieux, parce que comme ça, on pourra faire de la mise en scène en direct. Ok, c'est parti. Donc le jeu commence comme ça, c'est vraiment le tout début. Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door. They'll get worse than hurt. Hey! Come on! Finally! Alors, je te propose de faire une pause tout de suite parce qu'il y a un truc qui est intéressant. Vous voyez, c'est quand même un jeu qui commence in media res. Voilà, on est vraiment directement plongé dans l'action. Première chose intéressante, je ne sais pas si toi ça t'avait fait un truc un peu étonnant à l'époque, c'est un flashback. C'est un flashback, il y a 9 ans auparavant. Et je me suis toujours dit qu'un flashback dans un jeu vidéo, c'est déjà un truc un peu étonnant parce que ça implique que ce qui va se dérouler ne peut pas se dérouler autrement. Parce que c'est quelque chose qui est censé se passer dans le passé, qui est déjà arrivé. Alors que le jeu vidéo est censé nous donner une forme de liberté d'action. Oui, toute forme de libre arbitre est complètement annihilée ici. Voilà. Ouais. Là, on sait que ça va se passer... C'est ça. Ça va être un tunnel, en fait, narratif, pour nous présenter les personnages, la situation initiale. Il y a dès le début ce contrat tacite que Rockstar fait avec le joueur, c'est de dire « Ok, vous allez être peut-être libre dans une certaine mesure, mais on a aussi une histoire à raconter avec des passages par lesquels vous êtes obligé de passer. » Et c'est vrai que GTA V, ça alterne vraiment entre des cinématiques très scriptées et des moments où on fait à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Ce truc qui est assez étonnant dans cette cinématique très très courte finalement, parce qu'on a le contrôle assez rapidement, c'est la façon dont on n'introduit absolument rien, c'est qu'on est déjà sur des gimmicks du cinéma qu'on reconnaît, donc on se dit ok, c'est un braquage, on arrive à saisir la situation en 2-3 images, il y a littéralement 3 images, 3 plans. Et le premier truc qu'on voit quand même, c'est un personnage qui jette quelqu'un au sol comme si on prenait le joueur et qu'on nous jetait dans l'action littéralement un petit peu. Donc c'est vrai que la mise en scène s'amuse un petit peu de cette entrée comme ça dans le vif du sujet. Et la cinématique s'arrête à un moment donné, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est assez amusant. C'est le moment où il y a un garde qui nous ouvre la porte, parce qu'auparavant on est bloqué par cette porte, donc on n'a pas de contrôle sur la situation. C'est pour ça que c'est logique qu'il y ait une cinématique, mais dès que la cinématique s'arrête, le jeu reprend. Et donc là, c'est là qu'on peut commencer à contrôler le personnage. D'ailleurs, où est ce garde? Hands behind your back. Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up.
Vous voyez, là encore, on a eu une cinématique, parce que tout simplement, le personnage qu'on incarne n'était pas forcément concerné par l'action, puisque c'est un autre qui est allé ouvrir une porte. Donc là, on est un peu bloqué dans cette pièce. Donc comme on n'a pas de rôle concrètement dans ce moment du braquage, on nous a enlevé le contrôle, littéralement, en termes de gameplay. Là, on récupère le contrôle parce qu'effectivement, c'était à nous de menacer les otages. Donc on comprend que même dans l'articulation entre cinématique et gameplay, on ressent en fait l'organisation de cette bande de malfrats. Bon, c'est le moment où, où ça va devenir compliqué. La première fois que tu avais joué au jeu, cette ouverture, elle t'avait fait quoi du coup, comment tu avais ressenti les choses Je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé parce que c'est vrai que la plupart des jeux, et toujours dans les années 2010, commencent par une phase tutoriel interminable ou une cinématique très longue. Là, le fait d'être propulsé directement dans l'action. Et pourtant, c'est une scène qui fait son job de première scène. C'est-à-dire qu'on va quand même nous apprendre à nous familiariser avec les contrôles. Là, vous avez vu, j'ai utilisé le téléphone pour faire détonner le C4. Mais qui parvient à rendre ce moment d'habitude pénible dans un jeu assez fun. Et... Et donc là, il va se passer l'un des premiers choix très très forts de GTA V, c'est la possibilité de switcher, comme tu l'évoquais, de changer de personnage. Pouvoir alterner entre les différents personnages. Ouais. Ah bah voilà, ça y est, je suis passé. Donc j'incarnais le personnage de Michael et là je suis Trevor, un personnage qu'on va pas incarner avant un bon bout de temps. Par la suite, ouais. Alors vous avez vu, d'ailleurs, c'était intéressant ce moment où on a changé de personnage. C'était presque un effet de bullet time, un effet de temporalité figée, et cette caméra qui se déplace comme ça dans ce temps figé. C'est un tout petit peu lagué, mais effectivement c'est ça, la caméra elle se déplace comme ça de manière rotative. Ça permet en fait de montrer deux points de vue simultanés, puisqu'il n'y a pas de transition temporelle, on est vraiment sur le même temps, c'est une image qui se fige, et donc le sentiment qu'on a ces deux points de vue simultanément sur l'action. Comme si les personnages étaient liés en fait l'un à l'autre, il y a vraiment ce truc de connexion. Parce qu'on imagine bien qu'on n'organise pas un braquage comme ça quand on ne se connaît pas ou quand on n'a aucun lien concret. Là, on sent qu'il y a une vraie fraternité entre les personnages qui sont très très fortement connectés. Et cette connexion se ressent même dans la mise en scène de transfert d'un personnage à un autre. Là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est l'indicatif de police. Bon, c'est vraiment un marqueur très... important des GTA, c'est pour savoir à quel point on est dans le pétrin par rapport aux flics. Parce qu'effectivement, on peut faire un peu ce qu'on veut dans GTA, mais nos actions vont forcément finir par alerter les autorités. Alors il y a déjà quelque chose qu'on voit dans le parti pris de Rockstar, c'est que c'est quand même un jeu anticonformiste et subversif. On incarne des malfrats, on fait un truc qu'on a très envie de faire, c'est-à-dire voilà, de tirer, pardon, excusez-moi, sur qui on voit à l'écran, on n'a pas prononcé de mots. Mais alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont le jeu articule ça même à l'identité des personnages. C'est-à-dire, le personnage de Trevor qu'on incarne, on comprend qu'on l'incarne pas à n'importe quel moment. On l'incarne pas quand il faut faire dans la finesse. Tout de suite, exactement. On l'incarne, il faut tirer dans le tas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais l'indication qui était donnée en bas de l'écran, c'était échapper aux flics. Ah, On sort le flingue, en fait on peut pas faire autrement. La seule manière d'échapper aux flics c'est de leur tirer dessus. Donc en fait on nous dit pas tuer les flics, on nous dit échapper aux flics, mais Trevor dit non mais moi je n'échappe pas aux flics, je leur tire dessus, en tout cas c'est comme ça que je m'en sors. Donc il y a déjà une forme de caractérisation du personnage dans cette manière de résister à ce que le jeu nous propose, et du même coup nous-mêmes joueurs sommes incités à résister à l'injonction de l'objectif. De manière générale, les flics sont pas très appréciés dans GTA. Déjà, San Andreas parlait beaucoup de ça. C'était vraiment au cœur du sujet. On incarnait un personnage noir, ce qui était assez rare à l'époque, et qui subissait vraiment beaucoup de discrimination et d'injustice de la part des policiers. Donc c'est presque un réflexe de leur tirer dessus. Il y a une dimension cathartique quasiment, qui est vraiment assumée, clairement dans le traitement ici pour le coup. Le système de couverture, j'avais oublié à quel point il était pas hyper bien fait. Je vais aller un peu plus loin. Donc là, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on doit atteindre une voiture qui est garée un peu plus loin. Et du même coup, ce qui se passe, c'est qu'on a littéralement un chemin qui s'offre à nous, qui est un couloir, on ne peut pas vraiment s'en éloigner. La preuve, là, tu as essayé de t'éloigner pour essayer de trouver un système de couverture un peu différent. Et en fait, il me laisse pas le faire. Il n'est pas fait pour, en fait. Clairement, on ne peut pas s'éloigner de cette ça reste un tutoriel, ouais. Clairement, tout à fait.
qui permet de se familiariser effectivement avec les commandes, avec les déplacements, avec la rigidité aussi de ces personnages. Encore une fois, tu l'as évoqué, le jeu est un petit peu daté, et on a des personnages qui sont un tout petit peu engoncés dans leurs mouvements. Les phases de tir comme les phases de conduite, c'est pas du tout pour justifier par rapport à ce que vous allez voir plus tard, mais c'est vrai que le jeu accuse un peu de son âge. Et d'ailleurs, GTA 6 est beaucoup attendu au tournant là-dessus, sur voir s'ils arriveront à profiter des avancées technologiques pour faire un truc un peu maniable et cool, quoi. Ouais. Oh oui, c'est moi qui conduis. Vous avez vu, là d'ailleurs, on est arrivé sur une route où il y avait 2 embranchements. Ouais. Et on s'est dit, là, il peut y avoir un choix. Mais en fait, les voitures de flics arrivent sur la route de droite, ce qui fait qu'on ne peut pas en fait prendre la route de droite. On est vraiment obligé d'aller vers la voiture. C'est vraiment une séquence où c'est presque une cinématique jouable en fait. Oui, c'est ça. C'est Vraiment complètement une truc à cinématique faire. jouable. Fuck, how'd that happen? Go! Jeez, I think they're gonna... Fuck, we almost bought it! Guy's a dick! Là, je trouve qu'on retrouve cette articulation justement entre cinématique et gameplay, la façon dont ça produit du sens. Là, la cinématique, elle est là pour montrer que les personnages n'ont pas de prise sur ce qui est en train de se passer. Le personnage qui meurt dans la voiture, c'est simplement parce qu'ils sont acculés par les policiers, ils peuvent vraiment pas faire autrement. Du coup, comme ils n'ont pas de contrôle, nous-mêmes n'avons pas de contrôle. Et le moment où on sème les policiers, on a un peu plus de liberté. Vous avez vu, la caméra sort de la voiture, alors que c'était un habitacle qui enserrait les personnages. Et là, on a cette forme de liberté qui permet justement d'avoir le sentiment qu'on peut échapper aux policiers. C'est d'ailleurs quelque chose dont on a un petit peu discuté en off avant la séance, mais la version remasterisée du jeu qui est sortie sur les consoles nouvelle génération a utilisé la vue subjective, a permis oui. d'avoir la vue subjective. Un choix assez étonnant, je trouve, Ouais. pour le coup, parce que ça rend le jeu encore plus compliqué. Enfin, je trouve, autant en termes d'immersion, c'est vachement bien. Il y a notamment des scènes où on peut sauter d'un deltaplane, conduire des avions, où ça pourrait s'y prêter. Mais je trouve que le jeu a un côté cinématographique tellement assumé que ça marche très bien comme ça, quoi. Ouais, Je sais pas ce que tout à t'en avais fait. pensé, toi, de la vue subjective. Mais non, je trouve qu'elle n'est pas du tout adéquate. Et puis surtout, je pense que c'est important d'avoir une forme de distanciation vis-à-vis de ces personnages. Oui, bah ouais, d'autant plus avec Trevor, par exemple, qui est un personnage complètement fou. Vous le verrez plus tard. Enfin, si vous connaissez pas le jeu encore. The fucking bed! Someone must have fucking talk! Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Go! Oui, c'est intéressant. Dans le cadre, là, on a ces 2 personnages que nous avons incarnés et ils sont vraiment d'un bout à l'autre du cadre, comme pour montrer une connexion en termes de composition même. Donc là, on a à nouveau le repousser les flics, Encore une fois, ouais. mais vous voyez que Trevor n'arrête pas de dire fuck you, fuck you. On ne sait pas s'il parle aux flics ou au jeu, qui lui dit repoussez-les simplement. Ils sont beaucoup en plus. Hein. Ouais, là, ils sont nombreux dans cette séquence. Alors, un fait intéressant à signaler, c'est que les acteurs, les protagonistes principaux, donc que sont Trevor et Michael, que vous avez déjà vus, et Franklin, qu'on va découvrir plus tard, sont incarnés par des acteurs qui ont tous décrit le fait de jouer pour un GTA vraiment comme un procédé similaire à jouer dans un film. Il y avait vraiment un côté où ils enregistraient leurs répliques en studio, où c'est la manière qu'ont les frères Hauser un peu de diriger leur personnage. C'est vraiment comme des réalisateurs avec des acteurs de film, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que l'acteur qui joue Trevor, donc on vient d'incarner, il s'appelle Stephen Hogg et en fait, il a expliqué qu'il s'était inspiré du personnage de Bronson dans le film de Refn, en fait. Donc, une connexion avec Drive, voilà. Refn, effectivement, est une influence aussi assez évidente de Rockstar Games dans la façon de diriger les comédiens. On peut même acheter la veste de Ryan Gosling dans une des boutiques, ouais. Je crois que le scorpion est remplacé par un crabe ou un truc comme ça, mais ouais, il y a plein de petites références comme ça. Alors là, c'est une séquence qui est assez étonnante parce que c'est un enterrement, mais qui est quand même un enterrement de l'avatar qu'on a incarné au début du jeu, hein, puisque c'est le personnage de Michael hein, qui est enterré. Sauf qu'on comprend assez rapidement, bien sûr, que Michael n'est pas mort, évidemment. Il assiste à son propre enterrement à distance. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on comprend qu'il n'est pas mort et que notre avatar n'a pas disparu du jeu par le fait qu'il arrive dans le cadre en vue de dos, comme un avatar de jeu vidéo, ce qui fait que quand il arrive derrière l'arbre, comme ça, on saisit en fait tout de suite hein, que notre personnage n'est pas décédé et qu'on va pouvoir continuer à le contrôler par la suite. Donc là, c'est ce flashback qui s'achève de cette façon et qui ensuite permet d'arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment le jeu à part entière.
Voilà, avec une cinématique de départ quand même qui fait la transition entre les deux et qu'on va commenter parce qu'elle est assez intéressante justement. Vous allez, d'ailleurs, vous prêterez attention. Vous avez vu la composition du plan qui a terminé le flashback avec cette plongée zénitale sur la tombe. Et vous allez voir le plan. Pourquoi on n'a pas le... Ah oui, alors, disclaimer, on a chopé une sauvegarde où il y avait plein de trucs de déjà débloqués, histoire d'être tranquille et de pouvoir se balader où on voulait. Ah oui, parce que c'est que la mission, je sais. Il faut... Oui. Je vois pourquoi. Ok, c'est juste qu'il faut qu'on... Ah oui, on n'a pas la cinématique. C'est juste que les choses Ah ouais, parfait. Tout simplement. Alors, j'espère qu'on va avoir le début de la cinématique en revanche. Normalement, oui, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Et on retrouve cette plongée zénitale qui était sur le cercueil. On la retrouve sur ce personnage pour faire la connexion entre les deux. He's a good kid. Comme si le personnage était finalement mort intérieurement, pour le coup. Why? Does he help Parce qu'on ne le retrouve pas n'importe où, on le retrouve chez un psychothérapeute. Oui, difficile de ne pas penser au Soprano, ou en tout cas, c'est vraiment le personnage archétypal du film de gangster, mais ouais, le personnage de Michael de Santa rappelle vraiment Tony Soprano, quoi. Même dans son rapport un peu dépassé par rapport à un monde qui va trop vite. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de Tony Soprano. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Là, on a le côté truculent des dialogues de Rockstar. Vraiment, Ouais. on sent vraiment une super écriture. Alors, vous avez remarqué ici qu'il y a une mise en scène assez classique, finalement, chant contre chant, entre les deux personnages, mais qui est complètement en phase avec ce qui se déroule. C'est-à-dire un personnage qui est complètement engoncé dans sa situation, sclérosé dans sa vie, qui n'arrive pas à s'en sortir, et du coup, cadenassé. Et il y a beaucoup de changements de plan, des échelles qui vont changer, etc., comme pour montrer que le personnage, il est déchaîné intérieurement, mais qu'il n'arrive pas à s'en libérer. C'est quelque chose qu'on ressent, alors que justement, dès que le générique commence ici, on a ces plans très larges, qui viennent complètement contrebalancer ces visions un peu resserrées dans l'appartement du psy. Et ces espèces d'images d'Épinal qu'on va voir, ces images de la ville de Los Santos. Donc, On est passé un petit peu des quartiers cossus aux quartiers plus populaires. Ouais. C'est vraiment le gros sujet de GTA V, et c'est pour ça que je me demande de quoi ils vont parler dans GTA 6. C'est vraiment faire le portrait d'une Amérique fracturée, divisée entre les républicains, les démocrates. Il y a des quartiers très étiquetés entre les quartiers cossus où va plutôt évoluer Michael et les quartiers plus populaires où va évoluer le personnage de Franklin. Ouais, tout à fait. Là, ce qui était amusant, c'est qu'on a vraiment ces espèces de tableaux presque des natures mortes quasiment. Enfin, le personnage, on le voit pas dedans, on voit juste ces petites instantanées comme ça de la ville. Et du même coup, on a l'impression que c'est des trucs un peu inaccessibles, comme si c'était une sorte de rêve illusoire, une sorte d'illusion à laquelle le personnage n'a pas accès. Ce qui explique aussi, lui, il est replié dans son coin, sur son banc. On a l'impression qu'il peut plus agir, comme s'il était mis à l'écart de cet univers qui était le rêve qu'il visait et que finalement il n'a pas concrètement. Un truc à signaler sur les GTA, sur la manière dont les GTA sont conçus. Souvent, la première décision qui est prise par l'équipe de développement, c'est quelle ville on va mettre en avant. Et le choix de Los Angeles se fait assez rapidement parce qu'en gros, Los Angeles avait déjà été montré dans GTA San Andreas, mais on avait vraiment, en gros, 3 villes. Il y avait Los Angeles, Las Vegas et San Francisco, reliés par une campagne. C'était un truc qui n'avait pas vocation d'être spécialement réaliste. Et donc l'équipe de Rockstar avait à l'époque le sentiment de se dire on n'a pas rendu justice à une ville qui est extrêmement intéressante à montrer en jeu. Et le travail qui a été effectué par les équipes pour reproduire Los Angeles est assez prodigieux. Il y a eu énormément de voyages de terrain. Ils sont aussi beaucoup fondés sur des données de recensement pour voir un petit peu, pour bien répartir la population. Pour le système de route, ils sont inspirés directement des données Google Maps. Ils
sont allés jusqu'à avoir des entretiens avec des anciens mafieux, des mecs qui avaient travaillé pour le FBI, parce que donc on a un personnage qui devient indique pour le FBI. Enfin, c'est un travail de documentation assez faramineux qui donne un peu envie de bosser pour Rockstar. Ça a l'air un peu cool leur taf quand ils pensent. Même si Rockstar n'est pas en ce moment. Non, en ce moment, non. Voilà, ça fait pas vraiment rêver, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, tu veux peut-être jouer un peu ou comme tu veux. Peu importe. Ouais. Juste pour dire, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est assez marrant ici, c'est de voir aussi comment là on nous a fait passer d'un personnage à l'autre. Alors vous avez vu, pas de la même façon, parce que là c'est pas une décision qui est la nôtre, c'est le jeu qui nous l'impose. Et cette façon de nous introduire au personnage de Franklin, je la trouve assez géniale, parce que à la différence du personnage de Michael qui était dans cet appartement très cossu, très riche, et on a cette espèce de tableau complètement idyllique de Los Angeles, et là on nous donne le contrôle. Voilà, le jeu fait le mouvement pour moi, c'est très bien. Oui, c'est clair. je touche à rien. Mais voilà, on a cette espèce de ruelle complètement grise, complètement délabrée. Hein, voilà, je reprends le contrôle. Vous voyez cette espèce de couloir comme ça qui n'est pas du tout l'image qu'on vient de nous donner de Los Santos. Et du même coup, c'est aussi de nous retranscrire peut-être la façon, enfin la classe sociale de ce personnage-là, hein, qui vit plutôt dans le ghetto, et qui a peut-être cette perception aussi de la ville, y compris dans ces quartiers qui sont des quartiers riches. Mais lui, finalement, il ne va pas aller dans les endroits riches, il va aller vraiment dans des endroits, dans une ruelle comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il va aller voler une voiture. Et du même coup, c'est aussi la question de la discrétion, et donc de passer par l'arrière des bâtiments, voilà, avec les poubelles qui jonchent les murs, etc. Donc, ce n'est pas du tout le même tableau, effectivement, qui s'offre ici. Le gros thème du jeu pour chacun des trois personnages, c'est vraiment l'argent, la course vers l'enrichissement, mais tous pour des motifs différents, quoi. Franklin, lui, pour le coup, c'est un personnage qui a envie de sortir un petit peu de sa vie de misère. Ouais. Il bosse pour un concessionnaire auto, son job est chiant, il vit chez sa tante qui peut pas le piffrer. Oui. Enfin, il a envie de s'extirper de sa condition. Dans le cas de Michael, c'est un peu différent, parce que lui, c'est vraiment un personnage qui a besoin, à l'origine, d'éponger une dette, et puis en fait, va plutôt revenir dans une vie de crime, parce qu'en fait, il n'a jamais assez d'argent. Enfin, c'est une critique du capitalisme effréné assez premier degré finalement. Et il y a un côté, le jeu en fait a été écrit directement en réponse à la crise financière de 2008. On voit des personnages qui vivent les conséquences de cette crise financière directement. Juste, je me disais qu'on va vous faire jouer. Vous voulez la voiture rouge ou la voiture blanche ? Qui vote pour la voiture blanche ? Et la voiture rouge ? Oh, il y a une majorité écrasante pour la voiture rouge. Vous voulez qu'on aille vite, c'est ça, une voiture rouge, ça donne envie d'aller vite. Et pour vous donner une idée de l'envergure du monde de Los Santos, on est sur 130 km², ce qui est assez énorme. En gros, c'est comme si on prenait GTA San Andreas, GTA 4 et le monde de Red Dead Redemption, et on les mettait tous ensemble, quoi. C'est complètement massif. Donc c'est là que les choses risquent peut-être de se corser un petit peu. Surtout qu'en plus, il y a ce truc où tu dois suivre les dialogues en même temps, ce qui se passe à la radio. Ah oui, c'est parti. Ça commence bien. J'aime bien quand le réel se réinfiltre comme ça dans la fiction. En fait, je pensais que j'avais déjà ma compétence spéciale. Mais en fait, non, c'est quand le truc s'affiche, évidemment. Ah, tu t'en sers, toi, de la compétence spéciale? Là, je l'ai découverte, là, je me suis dit, mais c'est pas mal, en fait. Ça fait un petit ralenti, en gros. Ouais, c'est ça, je vais faire là. Voilà. Qui peut permettre d'éviter un poteau au dernier moment. Ah ben en même temps, s'il roule pas, c'est sa faute à lui. Alors là, c'est donc une des premières missions, enfin c'est la première mission de Franklin. Je la trouve vraiment chouette parce que c'est aussi la première mission où on découvre la ville. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne nous fait pas une petite mission où on va marcher tranquillement pour arpenter les rues, voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Non, là, on est dans le speed total puisqu'on fait la course avec lui. Bon, voilà, je suis évidemment très très mauvais parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Mais, tu me dis si tu veux, pendant que tu parles comme tu veux. Bah écoute, si je me foire, Mais le jeu nous encourage directement à ne pas respecter le code de la route. Parce exactement, que pour à renverser les vélos. Voilà, là, ce que fait JB, c'est ce qui est attendu de lui, quelque part. Tout à fait. Il précise quand même qu'il faut rouler à contresens pour remplir la jauge de compétences spéciales. Donc, quelque part. Ah, bah c'est là qu'on va passer par les studios de cinéma. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vachement bien, je trouve. Voilà. Tu viens d'écraser un alien en plein tournage, c'est monstrueux. Mais le terrain est extrêmement bien balisé, je me rends compte. Oui. On a le sentiment d'arpenter la ville un petit peu comme... Mais tous les endroits par lesquels on passe auront une importance plus tard dans le jeu. Donc là, on avait les studios hollywoodiens. On est passé devant les sièges sociaux de Life Invader, qui est une espèce de pastiche de Facebook qui était déjà présent dans GTA 4.
Et non seulement ils sont attachés à reproduire la ville de Los Angeles, mais aussi tous les éléments un peu qui composent la ville, enfin les équipes sportives. On peut entendre par exemple des employés de leur Facebook, enfin de Life Invader, s'embrouiller sur les Lakers, enfin qui sont là renommés, je sais plus comment. Oh la vache! Je fais du spectacle là quand même. Non mais les gens sont venus voir du spectacle. C'est complètement immaniable. Hein. Il faut l'avoir la main entre les mains pour se rendre compte de la savonnette qu'est cette voiture. Mais ce qui est marrant dans la séquence où on va dans les studios là à l'instant, et puis bien fait d'écraser un alien parce qu'en fait je pense que c'est aussi le message du jeu qui est dit dans le jeu vidéo en un sens. Enfin, Très belle pirouette. Ne permet pas d'écraser des aliens, mais permet aussi d'écraser le cinéma en un sens. C'est vraiment aussi symboliquement un peu comme ce qu'ils ont fait dans L.A. Noire en fait avec ce décor de Babylone dans Intolérance qu'on va venir complètement détruire par les explosions, etc. Comme pour dire que le cinéma est au-dessus, que le jeu vidéo est au-dessus du cinéma. Ouais. Et là, c'est aussi un petit peu ce qui ressort, je trouve, de ce passage, en fait. Bah, c'est vrai qu'une remarque qui a été très fréquemment faite à Rockstar, c'était le fait qu'ils s'inspirent énormément du cinéma, quitte à parfois se vautrer un petit peu dans l'hommage, sans forcément toujours exploiter les spécificités de ce qui fait le jeu vidéo. GTA V, c'est difficile de lui reprocher ça, parce qu'il y a un côté tellement bac à sable, on fait tellement ce qu'on veut. Et il y a eu une volonté assez affichée des frères Hauser de Rockstar de... Oh la vache. J'avais la gueule Je pensais avoir du sang sur ma voiture, je suis très déçu. Non, on a bien fait de prendre la rouge, franchement. Ils ont eu cette volonté affichée de ne pas que s'inspirer du cinéma pour celui-ci. Ils ont vraiment voulu représenter le monde des médias dans son ensemble. Et donc il y a plein d'inspirations en dehors du ciné. Ah, on va avoir une de ces fameuses séquences. Oui, il faut fuir les flics, ouais. Alors, et là, t'es à 2 étoiles sur 5, donc ça va. Ça va encore à peu près. Mais Faut juste pas que j'écrase des gens. Déjà, il faut passage, sortir quoi. du parking. Ah, la oui. minimap est mal foutue. Oui, tout à fait. Bah, comme dans la vraie vie, en fait. Comme dans la vraie vie, Les ouais. parkings, on sait jamais comment s'en sortir. Hein. Où est la sortie? Mais bon, il faut juste rester serein, comme dans la vraie vie aussi. Comme dans la vraie vie. Là, il y a un petit passage, non? Non, on peut pas passer. Bon, je me suis dit que ça passait sur un malentendu. Sort. Je sais même plus. Mais c'est pas très clair, là. C'est par là, je crois. Peut-être C'est par là à gauche, en suivant les flèches au sol. Mais c'est ce que je viens de faire. Ah ouais. Là, c'est bloqué ici. Non, en fait, t'avais raison, peut-être. Oui, j'ai pas forcément raison, mais... détruire la barrière. Non, mais c'est vrai, voilà. t'es trop... Oui, je suis trop bien élevé. Trop bien élevé. Voilà, c'est bon, t'es libre. Ok, Plus ou allez, moins. c'est parti. Donc là, c'est pareil, en fait. On pourrait être dans une mission qui nous dirait, bah voilà, faut trouver tel point d'intérêt ou ce genre de choses. Mais en fait, non, on nous dit, il faut fuir, il faut improviser, il faut aller dans les ruelles, rouler très très vite. Et du coup, on est dans une traversée hyper rapide de la ville, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'attarder, ni même de la comprendre. Et c'est comme quand on débarque dans une ville qu'on ne connaît pas, dans la vraie vie, il faut bien quelques marches pour essayer de se ressaisir géographiquement des lieux. Et je trouve que le jeu saisit plutôt bien ça, parce que pendant plusieurs heures, on n'arrive pas à se repérer dans... Non, c'est clair. Bon, j'aurais voulu prendre la sortie, mais c'est pas grave. On prend jamais la sortie qu'on veut. Effectivement, les voitures de flics ont tendance à se mettre sur ton chemin au dernier moment. C'est pas grave, je vais me remettre sur pied, je pense, non. Si, c'est bon, parfait. La physique de ce jeu est incroyable. Allez, hop. Non, on va pas en écraser un parce que là... Là, ça va faire devenir monter, compliqué, ça va être compliqué. Le problème, c'est que je ne vois pas la prochaine sortie. Ah non, il n'y a pas de sortie pour l'instant. Hop. Si, bah, peut-être. Ah non, c'est pas une sortie, c'est juste un... Oh, si tu veux, à mon avis, tu vas Ah, peut-être si, je pouvoir peux passer passer. par la petite Comme je sais campagne. pas où Ouais. ça va me faire aller. Oui, c'est vrai. Ah bah, Bon sang. c'est vraiment mauvais En même endroit, temps, mauvais il a moment. un peu cherché, il s'est pas garé sur le côté. Il a vu que j'avais les flics derrière moi. Enfin, je veux dire, à un moment donné... bon. Non, puis c'est bien parce que tu montres que GTA V, ce n'est pas que la ville, c'est aussi la zone Oui. rurale. Tout à fait. C'est la Californie du Sud. Avec un peu de chance, on va voir le logo de Vinewood. Je sais pas si ça peut être dans le Peut-être. coin. Ah, mais ils sont encore là. Bon, alors attends. Ah, ils t'ont suivi jusqu'ici, c'est Est-ce qu'on terrible. peut, genre, comme dans Red Dead Redemption, et... Bah, en plus, tu montres la faune. Allez, on va essayer un truc. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas le logo Vinewood. Non, il n'est pas là. Hein, non. Dommage, hein, ça aurait été une belle occasion de le voir. Je sais pas trop où On il voit est. l'observatoire Griffith Oh mince, par contre en haut à droite. je l'avais pas vu. C'est fou qu'ils soient allés jusque-là. Hein. Ouais, c'est fou qu'il nous ait suivis. C'est bon. Non, mais ils sont coriaces. C'est... Oui. Alors, typiquement, dans un passage comme ça, la vue subjective, c'est impossible. C'est Et vraiment impossible. pourtant, ouais, à sa sortie, je me souviens que la presse spécialisée avait encensé le mode à la première personne Ah oui. parce que ça reproduit vachement bien le sentiment de vitesse que tu perds Ok. peut-être un peu. Mais au contraire, moi je trouve on voit absolument rien, c'est encore plus compliqué. Effectivement. Alors peut-être qu'à contresens, ils vont arrêter de nous suivre.
Peut-être, et puis tu vas remplir ta jauge en plus comme ça. Ouais, t'es pas mal. Ah, par là. Tu Hop. fais de l'interfile, c'est bien. On prend une route normale. Et alors, il y a un truc qui est assez aussi fou dans ce jeu, je trouve, c'est qu'on est sur effectivement un monde ouvert gigantesque, et il y a très peu de points d'intérêt visibles à distance, en fait. Oui. Comme dans des jeux où on va avoir un château ou un bâtiment qui va nous dire « Ah bah voilà, c'est ce point-là qu'il faut réussir à atteindre ». Là, pour le coup, comme on est sur une ville réaliste, on est, voilà, là, on ne sait pas du tout où aller, on voit des immeubles au loin, mais Ouais. il n'y a rien qui nous indique véritablement quelle serait la bonne direction à prendre. Surtout là, qu'en c'est un plus, vrai là, choix, hein. il n'y a pas vraiment de bonne direction à prendre parce que tu as juste Bah, à éviter. ouais. C'est une manière de se familiariser avec la ville dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'au tout début, on n'a pas une carte complète. On a une carte Oui. qui est extrêmement resserrée, là où les personnages qu'on a incarnés sont allés. Et à mesure qu'on explore, la carte va commencer à s'étoffer. J'essaie quand même semer. Oui, bien joué. Mission accomplie. Bon, la voiture n'est pas dans un état très recommandable. Non, mais, alors moi, honnêtement, j'ai pas d'affect pour les voitures dans GTA. Le fait de pouvoir prendre n'importe quelle voiture, je sais plus combien il y a de véhicules, mais un nombre délirant. Il y a des gens qui jouent différemment à GTA. Certains vont vraiment bichonner leur véhicule, la vernir, mettre de la peinture mate et tout. Moi, je me dis, on s'attache pas. Il y a trop de poteaux qu'on peut se prendre. Alors, vous remarquerez que l'IA des policiers n'est pas forcément extrêmement incroyable, puisque je suis passé devant un d'entre eux, il m'a pas reconnu, alors qu'il me poursuivait il y a 2 minutes. Hein. Et tant mieux, quelque part. Oui. C'est typiquement le moment où on se dit qu'il ne faut pas écraser ou renverser ou percuter une voiture de flic pour pas relancer la course-poursuite. Et voilà, là on arrive effectivement au lieu, le lieu important du personnage de Franklin au début, hein, c'est cette concession. Ouais. Donc c'était aussi pour vous montrer cette première découverte de la ville, en fait, qui est assez étonnante finalement, je trouve assez contre-intuitive même, parce qu'on pourrait se dire qu'on va On n'a pas le introduire un temps peu, de se voilà. balader, quoi. Ouais, On tout à fait. trace de paysage en paysage. Oh, ce dialogue. Juste, Mais tous juste les le dialogues sont dialogue. super. C'est... You calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Les personnages secondaires de GTA sont presque mieux que les Ils protagonistes sont eux-mêmes. incroyablement écrits. Ouais, il y a vraiment une écriture formidable. Alors voilà, c'était aussi pour vous montrer l'introduction du personnage de Franklin et peut-être pour redire un mot de ce découpage particulier du jeu qui repose donc sur les points de vue multiples concrètement. La narration alternée. Voilà, on est sur une forme de montage alterné. La question c'est effectivement de savoir est-ce que ce montage alterné fonctionne comme au cinéma, est-ce que ça produit le même effet ou est-ce qu'un jeu comme celui-ci nous montre qu'un montage alterné de jeu vidéo produit autre chose? Je sais pas toi comment tu as vécu ce montage alterné dans GTA V, comment tu le... Je trouve que ça dynamisait énormément le jeu et c'était un des reproches qui a été fait à San Andreas, c'est le fait que parfois, quand on incarne un seul personnage et qu'on veut retourner au point de départ d'une mission, on fait des allers-retours qui n'ont pas grand intérêt. Là où on a la chance en fait de pouvoir passer d'un personnage à un autre, et surtout ce qui est génial, c'est que quand on choisit d'incarner un autre personnage, le personnage est en train de faire quelque chose. Il est en plein milieu d'une scène, donc on a toujours le sentiment qu'il se passe quelque chose dans la ville, que le personnage a une vie qui lui est propre en dehors du fait que nous, en tant que joueurs, on le contrôle. Et déjà, ouais, je trouve qu'en termes de rythme, c'est assez fantastique. Et il y a ce truc aussi où... Enfin, j'ai quand même passé un temps fou à arpenter la ville de Los Santos, peut-être simplement parce que le jeu ne me l'imposait pas, parce que je me retrouve pas à faire des quêtes FedEx en permanence où il faut aller d'un point A à un point B, et je prenais plaisir à y aller, enfin en tout cas à me dire ok, c'est pas le jeu qui m'y force, c'est moi qui choisis de passer plus de temps dans le jeu parce que je peux le faire, quoi. Oui, ok. Je sais pas comment tu l'as vécu toi le côté choral. Eh bien, moi, je l'ai vécu de manière très cinématographique, mais c'est aussi ma C'est formation qui veut ça, en fait. On a Des formations professionnelles. ouais.
Mais je trouvais ça quand même assez intéressant ce que ça disait d'un point de vue politique, encore une fois, sur une sorte de fracture sociétale dans cette ville de Los Santos, puisque les 3 points de vue qu'on incarne dans le jeu correspondent à des classes sociales extrêmement différentes. On a effectivement le personnage de Michael, on l'a vu dans les quartiers riches de la ville, les hauts quartiers, près de Vinewood, donc Hollywood. Le personnage de Franklin qu'on découvre, on va pouvoir peut-être chez sa tante sortir un qui est tout déjà en peu, train de voilà. l'insulter dès son arrivée. C'est ça, on est quand même dans une autre dynamique. Et ce que je trouve assez sidérant, c'est la façon dont chaque point de vue va ouvrir sur des axes narratifs totalement différents, avec des enjeux de caractérisation de personnages et de récits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui pourtant vont se connecter régulièrement en fait dans le jeu. Et puis il y a bien sûr le personnage de Trevor, qui lui pour sa part présentera plus tard, va plutôt du côté du désert en fait. Oui, c'est ça. On est dans le désert. C'est plutôt l'Amérique des rednecks. Voilà, c'est l'Amérique des rednecks, etc. Qui cuisine de la méthamphétamine dans des camions. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de montrer un pays fracturé. En fait, il me semble que c'est un jeu sur les États désunis, si je puis dire. Oui, c'est complètement ça. D'actualité, concrètement. Et ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est le fait que notre conduite dans la ville, la façon dont on circule d'un quartier à un autre, permet justement de relier un petit peu les choses entre elles. Et du même coup, d'essayer de faire en sorte que ces lieux cohabitent les uns avec les autres. Et le fait qu'on incarne ces 3 personnages-là n'est pas anodin, à mon avis. C'est vraiment l'idée de reconnecter les choses. Et peut-être qu'on va pouvoir voir ce premier moment de reconnexion avec la première rencontre. Enfin, pas la première rencontre, ils se sont rencontrés juste avant dans le jeu, mais la première mission. Le moment où les intrigues vont vraiment s'interconnecter. Voilà. Donc je te propose de repasser la manette. Ça marche. Et d'aller donc sur la mission Père-Fils. Ah oui. Là, oui, on a... Je sais plus s'il y a une contextualisation au début, mais... Eh bien, ils viennent de se rencontrer. Ah oui, c'est vrai qu'on va mettre une toute petite pause quand ça aura chargé. Ils viennent de se rencontrer puisque Franklin a voulu récupérer la voiture que Michael avait achetée très cher donc, au concessionnaire. Et en fait, ils font ça, ils récupèrent les voitures pour faire jouer l'assurance, je sais plus trop comment Oui, ils un font, truc voilà. comme ça, un truc de crapule, quoi. Ouais, un truc de crapule. Et évidemment, ils se doutent pas qu'ils sont en train de cambrioler un ex-gangster mafieux qui pète un câble, littéralement, et qui vient donc récupérer sa voiture et qui détruit la concession. Et qui dit à Franklin, en gros, tu y es pour rien, si tu veux bosser pour moi, tu peux. Ah oui, voilà. Là, c'est le moment où on va lui demander du boulot, en gros, pour la première fois. Évidemment, il écoute Phil Collins. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid, but if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a 3-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go.
All right, man. I'm following you. Alors, je trouve vraiment que c'est une séquence clé. Elle est vraiment hyper importante à Let's take plusieurs a man, niveaux, au let's niveau de la relation entre les personnages, bien Oh sûr. merde, pardon, je pensais incarner Franklin, du coup, je me disais... Excusez-moi. Hey, Jim. I'm going for a Et au drink. niveau du discours du jeu aussi. I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. Nouvelle maison. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Donc là, en fait, c'est une première mission où on a les deux personnages. Les deux qu'on est personnages censé ensemble, incarner. Ouais. Ça paraît fou de se dire qu'il y a eu un moment où les devs de Rockstar se sont dit c'est trop ambitieux de faire des histoires qui soient interconnectées. On va plutôt faire 3 histoires différentes avant de se rendre compte en fait du potentiel narratif fou qu'il y avait à lier toutes les intrigues entre elles. Alors oui, c'est vrai que moi je trouve la séquence cinématique qui précède, je la trouve vraiment géniale. Alors elle est géniale même en termes de mise en scène, je sais pas si vous avez prêté attention à cela, mais les échelles de plans sont hyper signifiantes. C'est-à-dire que c'est quand même une séquence qui repose comme chez le Psy sur des séquences en champ contre champ, en plan rapproché, très classique en termes de dialogue. Et il y a une réplique qui ne repose pas sur cette échelle de plan-là, c'est le moment où Michael dit fais des études et comme ça tu pourras arnaquer les gens et te payer à le faire. Et ça s'appelle le capitalisme. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a un plan large sur la piscine pour montrer que cette phrase-là ne concerne pas uniquement l'opinion ou la discussion. C'est un fait qui est quasiment universel en fait. La caméra se recule pour montrer ce qu'on dit ici est un véritable discours sociétal et politique pour le coup. Et puis il y a cette idée que la discussion se joue entre deux personnages pour lesquels on a alterné entre les points de vue et qui dit sans doute aussi quelque chose de leur relation. Moi, je trouve que la relation entre Franklin et Michael, elle est très belle, Oui. puisque Michael va prendre Franklin sous son aile. Il y a une relation effectivement père-fils. Cette première mission est intéressante parce que Michael doit aller aider son fils, aller sauver son bateau sur lequel son fils se trouve. Mais en fait, son fils, il le déteste concrètement, et son fils le déteste aussi. Il a trouvé un fils de substitution qui lui va un petit peu mieux. Ah, d'accord, oui, c'est ça, faut que je suive le bateau. Ouais. Je viens de le voir passer. Voilà, le bateau est là. Et je pense que ce lien très très fort entre les deux personnages est aussi quelque chose qu'on ressent en tant que joueur parce qu'on incarne les deux en fait. Et que du coup en tant que joueur on fait la connexion naturelle. L'espèce de cordon ombilical de la manette qui nous relie à eux permet aussi de les relier l'un à l'autre. C'est pour ça qu'à un moment donné Michael, quand il essaie d'imposer Franklin pour le premier casque qu'ils vont faire ensemble, il dit un truc du genre j'ai vraiment confiance dans ce gamin, et l'autre en face dit ah bon t'es sûr? Oui, j'ai confiance. En fait nous on sait qu'il a vraiment confiance parce que c'est nous en fait le gamin, donc cette confiance on l'a véritablement. Donc il y a vraiment un travail de caractérisation par le gameplay que je trouve assez fort. Pardon, hein, je parle pas beaucoup. Pauvre Franklin, c'était comme un fils pour moi. Désolé, je n'avais Dieu que pour les yachts. C'est vrai que c'est dur de parler en même temps. Et cette mission n'est pas du tout évidente parce que on l'a pas évoqué, mais jusqu'à présent on disait qu'il y avait des trucs de maniabilité qui n'étaient pas forcément faciles dans ce jeu. Là il y a quand même un truc, c'est qu'on nous demande de conduire en tirant. Ce qui est un truc extrêmement compliqué à faire. Vous allez vous en apercevoir en fait. Ouais, c'est pas la partie la plus intéressante du jeu. C'est ça, on contrôle la voiture et le réticule de l'arme, ce qui rend effectivement la maniabilité extrêmement complexe. Surtout, voilà, il faut s'approcher pour que... Ok, c'est bon. Voilà, pour que Franklin arrive là. Et sachant que c'est là, effectivement, que ça va se corser. Ah oui, la vue caméra, quelle idée. Je sais pas qui joue comme ça, vraiment. Pardon, excusez-moi. Je me demande si avec la vue caméra, on le suit pas automatiquement. J'ai un doute. Mais... Ouais. Ça me fait trop peur. Malheureusement, on peut pas trop profiter de la musique, mais je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a notamment Tangerine Dream, qui a été crédité à la BO parce que ouais, les frères Hauser sont des grands fans de films de Michael Mann comme Fif et avaient adoré la BO de Tangerine Dream. Ouais, ah ouais, faut que je tire. Alors comment on fait déjà? Ah oui. C'est quoi? C'est bien joué. Gros coup de bol. Alors là, impressionnant. Je suis très impressionné. Pour le coup, c'est vrai que cette maniabilité un peu compliquée de conduire en tirant, finalement, c'est logique, parce que c'est pas facile de conduire en tirant. Facile, ouais. On imagine qu'on est dans une voiture, on doit conduire et viser en même temps. Bah oui, on se doute que c'est compliqué. Donc le gameplay, en un sens, il n'est pas complètement absurde.
Là, je dois juste... Ah oui, c'est ça, me Ouais, rapprocher c'est pour ça. que mon fils puisse sauter tranquille dans la caisse. On est vraiment dans une séquence à la Mission Impossible. Oh, j'adore. là, c'est trop bien. C'est tellement bien. Ah, je crois qu'il faut en plus se maintenir un peu en dessous parce que si... Oui, c'est ça, faut qu'il ait le temps Ouais. de tomber. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Ouh. Bien joué. Oh là. Bon, lui, j'avais pas Ça fait besoin de penser à lui. Bad Boys 2 aussi. Quand il Oui, balance les à fond. cadavres sur l'autoroute, il y a vraiment un côté un peu comme ça. Je crois que c'est avant qu'on a une scène qui est très L'Arme Fatale 2 où la mission c'est en gros d'accrocher un câble à une maison et de, Oui. de tracer en voiture. Et, Oui. Mel Gibson le fait Non, aussi. c'est après, je crois. C'est après. Ah Il ouais. me semble que c'est une autre mission avec Franklin, si je dis pas de bêtises. Ce qui est marrant, c'est que là, on a cette séquence d'action complètement décérébrée qui fait qu'on prête pas forcément attention au décor, alors qu'on est sur des points d'intérêt qui sont liés à la ville de Los Angeles. Là, ce pont, Oui. je crois que c'est... Là je regarde mais ah bah oui non mais là de toute façon on a la sauvegarde mais on a débloqué une bonne partie de la carte là quand même. ça doit être le Gerald Desmond Bridge, je crois. À vérifier. mais- Évidemment. Ah oui là la voiture a pris cher. Elle est extrêmement lente. Mais ce qui est complètement scripté, évidemment, puisqu'on n'a pas du Oui. tout le choix. Là, on ne peut que rentrer et faire le deuil de notre yacht. En fait, ce qui est assez fou, je trouve, dans ce jeu, c'est la façon dont il produit un discours par des choix. Et là, en l'occurrence, le choix de nous faire incarner ces malfrats, ces gangsters, etc. Ça pourrait être quelque chose de purement bêtement transgressif. Un Oui. peu comme le premier. Le premier GTA, Le tout premier 97, GTA, ouais. c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de discours, il n'y a rien. C'est juste qu'on est là pour voler des voitures, écraser des policiers. C'était le seul argument. Ouais du exactement. jeu. Là il y a une vraie envie de faire un pas de côté. Oh là là il est chiant lui. Et de faire un commentaire Oui, et puis de s'attacher au personnage. sur la violence et de s'attacher au personnage. Ouais. Voilà, ce qui n'était pas du tout le cas dans les premiers GTA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attache à eux malgré tout. Alors, c'est vrai que Michael et Franklin, c'est pas des mauvaises personnes dans l'absolu, c'est Non. juste qu'ils sont dans des situations de vie qui imposent les choix qu'ils font. Trevor, c'est un peu plus compliqué, très clairement. Et c'est intéressant de signaler que Trevor il intervient bien plus tard dans le jeu. Ouais. On le débloque au bout de... Moi en tout cas il m'a fallu 10 heures mais j'ai aussi une Mhm. tendance à vachement me promener, à errer. Mais on a Franklin et Michael très très vite dans le jeu. Trevor ça met plus de temps et en même temps Trevor c'est un personnage auquel il est extrêmement difficile de s'attacher. Ouais. Il est... chaque personnage représente un truc différent. On a Franklin qui va plutôt représenter l'ambition, Michael la cupidité. Mhm. Trevor, c'est juste le fait d'être un taré complet. Il n'y Ouais. a pas d'autre enjeu là-dessus. C'est vraiment ça. Ce qui donne des scènes très jouissives en jeu vidéo, mais une difficulté effectivement à s'identifier au personnage. Oui, puis avec un rapport à la loi qui n'est pas le même pour chaque personnage, puisque Michael, lui, il est en lien avec le FBI, donc il a un rapport à la loi qui est quand même un peu plus de proximité. Franklin, lui, est dans une sorte de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre, tandis que Trevor, il veut juste tuer tout le monde, en fait. Voilà. Oui, Donc, voilà, c'est ça. il y a ce truc de rapport, de détestation vraiment, de rage de la part du personnage. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que ces trois personnages qui sont dans cette espèce de défiance vis-à-vis de la loi... Ah oui. Je capte pas trop, je suis censé faire demi-tour là. hein. Oui, Ouais. oui. Là, il y a peut-être une sortie. Mais j'ai l'impression d'avoir fait ça à l'instant. J'ai peut-être foiré une sortie, excusez-moi. Ah oui, peut-être là. Ah oui, ça va être à droite, ok. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Exactement. Les GPS nous disent n'importe quoi. Et oui, donc cette question, effectivement, du rapport à la loi, je le trouve intéressant parce que ce que ça nous dit aussi, en quelque sorte, c'est que la loi elle-même est au service de ce système que le jeu dénonce. Le système, effectivement, états-unien, et puis qui est consubstantiel, en fait, à l'idéologie capitaliste qui est au cœur, justement, du monde dans lequel on est dans ce jeu. Et d'où la réplique de Michael au bord de sa piscine, bien sûr, sur le capitalisme. La différence, il me semble, ce qui fait la différence dans ce jeu, c'est que les personnages ne sont pas dupes du monde dans lequel ils vivent. Ils en ont conscience. Ils n'arrêtent pas de le commenter. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire finalement, c'est quand même des personnages qui se plient à ce système, ou voire qui en profitent. Ouais, en un c'est ça. sens. Ils ont un côté à la fois victime et C'est ça. complice entre guillemets. Exactement. Ils sont vraiment les deux à la fois. Là où, par exemple, dans GTA 4, le personnage de Nico Bellic était plutôt une victime du rêve américain. Il y avait un côté beaucoup plus subi. Et là, je vais ici, ok. Et un truc que je trouve génial dans ce jeu, c'est
Tu vois, tu as tous ces moments où tu arpentes la ville, tu te promènes, tu fais un petit peu ce que tu veux, tu as vraiment le côté exploration bac à sable, et les moments en fait où tu te rends compte un endroit où tu vas va déclencher une mission scriptée. Le moment où il y a une cinématique qui débarque, et je trouve que cette transition sans effort entre les moments où tu fais ce que tu veux et les moments où tu fais les missions du jeu est assez magistrale. Ouais, ça marche très bien. C'est un peu le jeu de la sérendipité, dans le sens où tu te dis, ok, je vais aller faire cette mission, et à un moment, tu vas croiser un véhicule, un fourgon blindé, et tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe si j'abandonne la mission et en fait, je décide de braquer ce fourgon, tu t'écris ta propre aventure en permanence. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'avoir une petite mission comme ça. Je sais pas si on va avoir la chance de tomber dessus en passant. Sur un fourgon blindé, ouais. Ouais. Comment je la fais réparer cette caisse? On fait peut-être une autre mission. Oui, on va peut-être passer à la mission suivante du coup. C'était vraiment surtout ça qu'on voulait vous montrer. Alors la suivante, on s'était dit... alors, on peut faire, comme on est un tout petit peu en avance, on peut faire le repérage... le repérage du braquage, ouais. Au moins le début, ça peut être assez intéressant. Alors par contre, faut peut-être que je finisse... oui, c'est ça, faut que je finisse la mission. Ouais. Trop impatiente, j'attends même pas que la porte s'ouvre. Ah, il y a ce truc de customisation. Ça, c'est pour les gens qui s'attachent aux voitures. Voilà. Mais, bah vas-y. Ouais, j'ai pas je le sais choix. que t'as un attachement aux voitures. Ouais, celle-là, je... La réparer, là, elle est bien, hein. Elle est pas mal, hein. De toute façon, on va la flinguer dans 5 secondes. Ok. Et là, je retourne à la maison, c'est ça. Ouais, je suis obligé de... Est-ce qu'on peut pas aller d'une mission à l'autre? Et donc, ce qui ressort aussi, c'est le fait que ce que ces personnages révèlent dans leur espèce de petit microcosme, c'est de manière plus grande ce qui se passe aux États-Unis, en fait, la façon dont les États-Unis fonctionnent en réalité. Sauf qu'ils poussent tellement à l'extrême la logique de ce pays que finalement ça paraît absolument ridicule. Et c'est là que le jeu, le lapsus est révélateur, mais que le jeu est fin, je trouve. Il est à la fois hyper vulgaire dans plusieurs choses, il peut être grossier, voilà. Mais il a cette finesse, effectivement, dans cette peinture des personnages qui sont dans cette espèce d'entre-deux que je trouve hyper intéressant à analyser pour le coup. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est aussi ce qui fait peur avec GTA 6. Oui. Mais c'est vraiment une préoccupation qu'avaient déjà eu les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, au moment de l'élection de Donald Trump, en disant mais comment est-ce qu'on fait une satire d'une société qui n'a aucun sens et qui marche sur la tête, quand la réalité dépasse la fiction, comment est-ce qu'on peut être encore pertinent et subversif aujourd'hui, quoi. Ouais. Et là, c'est toute l'interrogation, parce qu'on a quelques-uns des plus grands scénaristes de Rockstar, en tout cas ceux qui sont les plus réputés, notamment Dan Houser, qui ont quitté Rockstar à cause de différends, notamment avec la manière dont le studio est géré. Le studio Rockstar est connu pour malheureusement avoir une grosse culture du crunch, c'est-à-dire que les développeurs travaillent nuit et jour, week-end inclus, juste avant la sortie du jeu. Et donc il y a déjà cette crainte. Ce scénariste emblématique de Rockstar qui s'en va et qui emmène en plus certains c'est vraiment dur. Et qui emmène certains des scénaristes les plus en vue de la licence avec lui dans son nouveau studio. Le fait que le monde n'ait absolument aucun sens. Enfin, je veux dire là, et ça paraîtrait vraiment bizarre d'avoir un jeu. Hey, ils sont chiants. C'est clair, ils font pas d'efforts. Hein. Bon, je vais attendre que le feu passe au vert. Ah non. Là, par exemple, ça paraîtrait complètement... si GTA 6, par exemple, ne fait pas état de la fracturation actuelle de l'Amérique, même s'ils l'ont déjà fait dans le 5, si le jeu ne parle pas des déportations de ICE, de Donald Trump, aujourd'hui, ça paraît être complètement... anachronique. Complètement anachronique, ouais, pas en phase avec son époque. Donc je suis très très curieuse de voir, moi, honnêtement... J'ai aucune crainte sur le fait que le monde du jeu va être absolument fantastique, ça va être très beau, les premières images qu'on en a vues sont superbes, mais oui, il y a forcément cette crainte liée au scénario, mais... Dans le même temps, des gens avaient eu cette même crainte sur GTA V. C'était dit, est-ce que GTA peut être... De tout temps, les gens ont trouvé le monde et la société absurde et se sont demandé si on pouvait en faire une satire intéressante. Donc on peut leur laisser le bénéfice du doute. Oui, il faudra juger sur pièce, mais effectivement, c'est une vraie inquiétude par rapport à la situation politique et à la caricature, évidemment, qui s'ensuit. Hop, voilà. On va pouvoir aller
à l'autre mission. Ah, peut-être. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est d'accord, c'est automatique le passage, puisque en fait, ça nous ramène à l'écran de départ, je pense. Ah, il nous reste une petite demi-heure. Ça va. Donc là, on va vous montrer un autre passage du jeu. On va le faire en 2 parties. On va essayer de trouver le temps de le faire, qui est le premier grand braquage de l'histoire, qui repose sur 2 phases. Et c'est aussi là que c'est intéressant parce que le jeu repose beaucoup sur cette espèce de doublons, de doublés scénaristiques, on a juste d'abord le repérage des lieux qu'on va braquer, puis le braquage. Et donc la préparation repose aussi sur des choix. Comment est-ce qu'on va braquer? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme stratégie, etc. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment le jeu nous amène là-dedans. Tu veux faire le repérage? Eh ben, on a encore un super personnage secondaire en la personne de Lester Crest, qui est une espèce de conspirationniste qui est un peu le cerveau derrière tous les braquages de Michael et Franklin. I just owe some Mexican hood a couple $1 million bucks 'cause I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martin Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier, but I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. GTA 4. Ouais. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. We're going to Little Portola. Donc là, même principe, hein, c'est effectivement la voiture qui est quand même le mode de déplacement qui permet de naviguer entre les missions et entre les zones de mission. Donc toujours dans cette logique de faire de la ville presque une toile de fond. Oui, c'est ça. La ville en elle-même, alors c'est peut-être une question qu'on peut se poser, est-ce que Los Santos c'est un personnage? Ou Ouais. est-ce que c'est une toile de fond qui pourrait être une autre ville en fait? Je sais pas, c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on y joue, puisqu'il y a quelques missions qui vont par la suite exploiter des points d'intérêt, mais on voit que la majorité, il y en a 70 missions, si je dis pas de bêtises, de l'histoire principale, qui n'exploitent pas en effet il y a des policiers derrière. Ah oui, t'as raison. Et bah d'ailleurs, ouais, c'est... Bon, c'est bon, ils nous voient plus. Allez, c'est parti. Allez. Pardon, excusez-moi. Ah merde, Pardon, j'ai... Ça va, t'inquiète, une étoile, tu peux t'en sortir. Je pensais que ça passerait crème. Bon, autant pour moi. Non mais bien On peut pas écraser les piétons. Ouais, quel dommage. Bah, d'ailleurs, fait intéressant, tu me fais une transition parfaite. En gros, si GTA V marche toujours aussi bien aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'adeptes du roleplay. Alors je sais pas si vous êtes familier de la pratique, mais moi c'est un truc que je trouve absolument faramineux, que je comprenais pas du tout avant de faire un reportage dessus pour Canard PC, mais... En gros, donc il y a le mode online de GTA et il est possible en fait de rejoindre des serveurs où les gens incarnent des personnages, mais de manière, sans jamais sortir de leur personnage. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont choisir d'incarner un concessionnaire auto et s'exprimer comme s'ils étaient réellement concessionnaires auto dans la vraie vie. Ça va complètement à l'encontre de tout le côté échappatoire et fun de GTA, mais c'est une utilisation assez intéressante du jeu. Et alors j'avais tenté en tout cas de voir comment ça se passait dans un serveur en ligne. Et déjà, il y a un truc où il faut pouvoir justifier la présence de son personnage dans le scénario du serveur. Il faut préciser, on n'a pas le droit de conduire n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut respecter le code de la route. Il faut constamment pouvoir justifier, si on veut tuer un personnage en jeu, il faut pouvoir le justifier d'un point de vue scénaristique. Et en fait, ça devient, Los Santos devient une espèce de scène de théâtre d'improvisation où les gens écrivent les grandes lignes de leur scénario tous les soirs. Et c'est complètement fascinant à regarder. Je vous recommande, si ça vous intéresse, le reportage. Il y a une série sur Arte qui s'appelle La Vraie Vie et qui montre des adeptes du roleplay qui jouent donc à Los Santos.
Et il y a aussi Grand Theft Hamlet, qui est un documentaire sur une troupe de comédiens qui, pendant le Covid, se sont trouvés sans taf et se sont mis en tête de reproduire Hamlet dans le monde de Los Santos. C'est très très bien. Ça montre aussi la liberté que ce jeu permet, en fait. Hein. C'est assez extraordinaire. Quand Et même, c'est pour ça que ça me fascine autant. Parce que pourquoi, dans un monde où tu peux rouler à contresens à 300 km/h, tu t'embêtes à remplir des feuilles d'impôt et acheter une carte SIM pour ton téléphone. Mais c'est une pratique qui est intéressante aussi. Donc là, on va arriver à cette bijouterie dans laquelle on doit faire un repérage pour le cambriolage. Et donc, on va avoir des espèces de lunettes qui vont nous permettre de prendre des photos. Donc le jeu reste assez inventif, je trouve, à chaque fois dans les modalités de gameplay, parce que finalement c'est assez répétitif, des braquages, la voiture, Ouais, etc. la voiture. Mais il trouve toujours des petites manières de renouveler les choses. Là par exemple, avec la vision subjective par exemple. Mais exactement comme la scène de tutoriel, quoi. Ils justifient de manière intradiégétique des actions de jeux vidéo tout bêtes, quoi. Oui. Ils arrivent à le faire assez bien. J'ai pas vu ce qu'il fallait que je prenne en photo. La bouche d'aération, non, c'est pas ça? Ah ouais. Alright, what do we got here? Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. A shot of the alarms come through. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we Quel can help. embobineur, vraiment. What's her taste? Alors ce que je trouve là aussi assez malin dans cette séquence, c'est le fait qu'on soit sur un repérage d'un lieu qu'on va ensuite pouvoir choisir d'investir de deux manières différentes, soit avec une méthode subtile, discrète, voilà, ou finalement tout un truc sur un toit, on va mettre faire passer du Faire gaz, passer du pour gaz endormir par le les système gens. de climatisation, ouais. Ou alors la méthode Fast and Furious. Ou la méthode complètement bourrine, où on défonce tout. On en défonce gros, quoi. tout. Et ce qui est marrant, c'est que ce que cette séquence ou cette double séquence met en jeu, c'est un peu GTA dans son ensemble. C'est-à-dire l'idée c'est un jeu où on passe son temps à repérer des choses, à repérer des endroits, à se repérer dans la ville, à essayer de comprendre comment elle fonctionne, etc. Pour ensuite braquer cette ville, en fait, Ouais, la c'est ça. braquer et faire absolument n'importe quoi avec et pouvoir s'amuser, puisqu'à la fin, quand on a joué 60 heures ou 100 heures à GTA V, je pense que ce qu'on a envie de faire, c'est des cabrioles avec les voitures, Oui, de exactement. tester les limites du monde, etc. Donc, pas de casser le code du jeu, mais en tout cas d'essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qu'il présente. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi cette préparation du braquage, parce que je pense qu'elle dit quelque chose, même du gameplay Oui, du du jeu en GTA lui-même, V, ouais. ouais, qui est assez révélateur, je trouve. Ah oui, pour accès 3. Ah oui, alors du coup, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu longue en fait cette mission. Ah oui, je crois que il y a un endroit où tu passes, il doit y avoir je me rappelle, c'est par ici. un truc en travaux, ouais. Et ils ont vraiment apporté un soin très particulier aux séquences de braquage. Il y en a plusieurs dans le jeu parce que c'était dans GTA 4, il y a une mission qui s'appelle Free Leaf Clover. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais où en gros on avait une scène de braquage où donc Nico Bellic, le perso principal, braquait, je sais plus quel lieu, une bijouterie ou un truc comme ça. Et la scène avait eu des critiques très très positives. Mais les D'accord. développeurs s'étaient dit. Je pense qu'il y a moyen de retranscrire un peu mieux les sensations d'un braquage, enfin, en tout cas tout le côté frisson, excitation, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont opté pour la double approche, donc furtive et complètement bourrine et décérébrée. Il y a un vrai côté film de gangster où on a toute la préparation du casse. On va recruter les personnes qui vont nous accompagner. On peut choisir notamment le hacker. Il y a toujours un hacker qui va gérer le système informatique. On a un chauffeur, on a les hommes de main. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun en fait est plus ou moins doué dans ce qu'il fait, et nous on est un peu obligé de composer avec ces jauges. Et le braquage va forcément pas se passer exactement comme on l'entend, quoi. Si on prend un mauvais chauffeur, évidemment ça va partir en vrille très vite. Mais Alors, on doit prendre une photo du système de ventilation. avec tes fameuses si on choisit la mieux. Google Glass. Voilà. Alors, je me disais que c'était l'occasion peut-être de faire un petit panorama sympa sur, Ah oui. sur Los Santos. Très beau. Donc voilà, un terrain de jeu absolument gigantesque, évidemment. Et c'est assez étonnant parce qu'effectivement, ce qu'on voit dans ces espèces de panoramas, c'est ces immeubles auxquels on n'a pas du tout accès, alors que finalement, les activités de GTA V sont plutôt au ras du sol.
Il y a un truc de... Il n'y a pas de verticalité vraiment dans ce jeu, sauf dans quelques moments, et je pense que si les moments où il y a des hélicos, etc., on peut investir le lieu par le haut, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est un truc... Ouais, et puis avec les dirigeables et tout après, mais tout ça met un peu de temps à s'ouvrir. C'est vrai que c'est marrant parce que le jeu nous apprend à nous familiariser avec la ville avant de nous montrer qu'il y a une nouvelle manière de l'aborder, notamment quand on débloque le perso de Trevor qui est un ancien pilote de l'Air Force et a une certaine maîtrise de tout engin volant. Bizarre d'ailleurs parce que nous on l'a pas forcément, parce que les engins volants sont pas faciles à manier dans ce jeu. Ils sont extrêmement durs à manier, encore plus que les voitures, je trouve. Logiquement, on devrait, puisqu'on est Trevor, normalement, on devrait faciliter notre contrôle si on voulait vraiment retranscrire sa perception des choses ou même sa connaissance des choses. Et effectivement, là, c'est pas exactement le cas. Mais on en parlait tout à l'heure, je crois que le côté très cinématographique du jeu fait que ça induit un petit peu des faux souvenirs. Donc ce jeu, je l'ai fait peut-être il y a 13 ans, au moment de sa sortie, et j'avais le sentiment d'un jeu que je maîtrisais, où il y avait un côté très beau dans ce qui se passait à l'écran. Force est de constater que c'est pas tout à fait comme ça. Exact, mais tu vois, c'était l'illustration parfaite de ton propos. C'était voulu. C'était fait exprès. Et c'est vrai qu'on parlait des braquages, mais il faut aussi savoir que l'une des influences majeures du film, ça reste quand même le film de braquage Hit. C'est célèbre pour une séquence de braquage. Même jusqu'au masque porté par les personnages. Voilà, il y a une séquence du jeu qui reprend, je crois, le braquage de Hit, où il y a même les masques qu'on retrouve. Et pour le coup, on a pas mal hésité sur la séance de ce soir pour le film. J'avais pensé à Hit au départ, mais le film est trop long en fait pour pouvoir se conjuguer avec la séance image jeu vidéo, d'où le fait de partir sur Drive. Et d'ailleurs, on n'a pas trop pris le temps d'écouter la musique, de changer la radio, mais la musique est incroyable. Oui. La musique et la sélection des DJ, en tout cas pour GTA V, je la trouve assez fantastique. Il y a aussi un autre truc que je trouve vraiment fort dans le discours de Rockstar dans ce jeu, ou en tout cas la finesse du discours, c'est la façon dont ils pensent le discours sur la base de leur gameplay. En fait, le gameplay, pour moi, est lui-même porteur d'un discours sur l'idéologie que le jeu dénonce tout en l'adoptant, parce que c'est aussi toute sa problématique. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Ces jeux à la troisième personne, ces jeux où on voit d'où le fait, pardon. C'est lui qui conduit n'importe comment. Oui, exactement. C'est pour le feu rouge, c'était pour lui. Le fait qu'on voit le personnage au centre du cadre, et c'est pour ça que la vue subjective, pour moi, n'est pas du tout une bonne idée dans ce jeu, c'est aussi l'idée de centrer le monde, centrer la perception autour de l'individu. C'est l'individu qui est au centre de l'image, et dans tout jeu vidéo, en réalité, l'individu étant au centre du cadre est aussi au centre de tout ce qui se passe. Et cette dimension individualiste qui est propre au jeu vidéo, je me demande si elle n'entre pas parfaitement en résonance avec le discours critique que GTA V porte sur justement le néolibéralisme qui se fonde justement sur un individualisme exacerbé, sur l'individu qui compte avant le collectif, etc. Et comme la ville de Los Santos est ici, on le disait tout à l'heure, comme une toile de fond où finalement on a l'impression que les gens n'existent que comme des PNJ, littéralement, c'est-à-dire des figures comme ça qui naviguent dans ce monde sans avoir véritablement de personnalité. C'est comme si on adoptait la perception de ces personnages qui se fichent finalement de ce qui les entoure, parce que ce qui les importe, c'est leur propre succès, c'est leur propre argent, c'est leur propre montée dans la classe sociale, etc. Donc je pense que le jeu vidéo est le média idéal, en fait, pour parler de ça. Je pense que le cinéma ne peut pas retranscrire aussi bien cette idéologie que le jeu dénonce. En tout cas, j'ai ce sentiment en y jouant, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a aussi le revers de la médaille. Alors, on va pas la montrer ce soir, mais il y a une scène de GTA V qui est très très connue, qui est une scène de torture, qui a été pas mal décrite à l'époque. C'est une scène où donc, le personnage de Trevor, qui on le verra, est un perso complètement déjanté, complètement fou, va torturer un terroriste présumé pour lui soutirer des informations. Il y a un vrai côté critique des États-Unis, du côté la fin justifie les moyens. Mais le fait que le joueur incarne ce personnage en fait et soit directement à choisir les engins qui vont servir à torturer ce personnage avait été pas mal critiqué à l'époque, parce que ce qu'on peut réellement dénoncer quand on reprend en quelque sorte le côté sensationnaliste d'une scène de torture, qui est forcément beaucoup plus on le vit vraiment différemment quand on l'incarne ou quand on l'observe au cinéma.
Et ça, c'est bon. De toute façon, c'est un débat éternel dans le jeu vidéo. Il y avait eu le cas de, je pense à Spec Ops par exemple, qui est un shooter anti-militariste, qui est donc un des rares shooters à ne pas glorifier la guerre, mais qui nous fait quand même tuer des civils au phosphore blanc. Et comment est-ce que on peut en fait s'affranchir des mécaniques classiques d'un shooter militariste alors qu'on en reprend le gameplay? C'est une question passionnante à laquelle je n'ai absolument pas de réponse, mais c'est bien de poser la question. Mais c'est bien de se poser la question. Ouais, tout à fait. Eh bien, je te propose, si tu es d'accord, de passer à la séquence de Trevor, à la limite en expliquant rapidement ce qui se passe dans le casse de la bijouterie, mais qu'on ait le temps de s'attarder un petit peu sur cette séquence. Oui, en gros. Parce que la séquence du casse, je pense qu'elle est un petit peu longue. J'ai un peu peur qu'on ait pas le temps de... Oui, c'est un petit peu long. Il faut fuir les flics, mais en gros, qu'on prenne l'approche bourrine ou subtile, je sais plus, j'avais pris la subtile, moi, récemment. On va en fait devoir fuir les flics à un moment et faire profil bas. Mais il y a un moment donc, où le braquage est filmé par une équipe par le journal télévisé, donc Weasel News, qui est une espèce de parodie de Fox News. Et il y a Michael qui va prononcer une phrase qui fait écho directement à la scène de braquage au tout début du jeu. Et en fait, le personnage de Trevor qu'on a vu au tout début du jeu va reconnaître son ancien acolyte et se dire « mais j'étais persuadé qu'il était mort, donc je vais en gros aller à Los Santos et le retrouver. » quoi. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est la séquence d'introduction du personnage de Trevor. Donc qui intervient, tu l'as dit tout à l'heure, au bout d'une petite dizaine d'heures de jeu. Oui. On s'est habitué à jouer ces deux personnages-là, Franklin et Michael, en alternance. On s'est attaché à eux, on voit qu'on peut switcher, c'est une forme de liberté qui nous est offerte. Et d'un seul coup, Rockstar va faire ce choix, qui est un choix de structure narrative, de dire les personnages ont fait un casse maintenant, il faut qu'ils se cachent en fait, il ne faut pas qu'ils se manifestent trop. Ils doivent faire profil bas, ouais. Voilà, et du même coup, qu'est-ce qu'on fait? On nous enlève le contrôle de ces personnages-là. Pendant un bon moment en plus. Exactement. C'est presque subi de plus pouvoir incarner des personnages qu'on a appris à aimer au fil des heures. Voilà, et donc vous allez voir le personnage qu'on va nous demander d'incarner maintenant, pendant plusieurs heures. C'est parti. Pardon. En plus, on va dans la transition. Hey, Ah oui, pardon. there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to have escaped with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor, I told him! We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh.
I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! The wheels Et are voilà. Ça, c'est la caractérisation de Trevor. Enfin, c'est vraiment un personnage complètement amoral. C'est hallucinant. Où on se dit, mais c'est moi qui vais devoir incarner ce mec, en fait. Il y a un côté vraiment terrifiant. Il y a un moment de vertige. Et puis en plus, il y a ce choix que je trouve brillantissime. C'est le moment où il tue le gars, il part du champ, enfin, il sort du champ. Là, la caméra aurait pu le suivre. Et en gros, on s'en fiche du mort. Mais non, la caméra reste sur le corps. Et cette femme qui vient s'agenouiller sur le corps. Et en fait, c'est ça qui rend la chose terrifiante. C'est qu'on se dit, en fait, ce qu'il fait a des conséquences. C'est pas juste GTA 1. En fait, c'est... Oui, ils arrivent à le montrer de manière pas fun. Enfin, en tout cas... Ouais, c'est pas fun du tout, pour le coup. Il y a vraiment cette justesse, cet équilibre un peu parfait dans la mise en scène qui fait que Trevor est jamais un personnage qu'on glorifie. Je suis désolé d'avoir parlé de séquence d'introduction de Trevor. Du coup, j'ai vu la séquence après, j'ai dit oui, mais voilà, la séquence permet aussi de voir un autre décor pour le coup. On est dans les abords de Los Santos, du coup, cette campagne profonde, on va dire. Ouais, c'est ça, on va voir du désert, de la montagne, alors qu'on a été cantonné à des paysages plutôt urbains jusqu'ici. Et donc un nouveau gameplay aussi, une nouvelle manière de jouer, puisque effectivement c'est pas les mêmes routes, c'est pas les mêmes voitures, c'est pas le même rapport aux affrontements, on va le voir dans un instant. Et puis là on a déjà les avions, les dirigeables qui viennent s'inviter en arrière-plan. Alors ce qui est marrant, c'est que tu évoquais cette réplique qui fait la connexion, en fait, cette réplique de Michael que reconnaît Trevor. En fait, c'est là aussi que c'est malin le jeu, c'est que cette réplique, pour le joueur, elle est il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, alors que pour Trevor, c'est 9 ans. C'est 9 ans plus tôt, il se souvient encore de cette phrase, ce qui n'est pas non plus la phrase la plus reconnaissable du monde. Et pour le coup, cette façon de passer d'un personnage à l'autre, ce cut en fait hyper brutal, permet de faire la connexion entre la séquence de Trevor et la séquence du braquage du début, en fait. You don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! All right, we follow the band back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. J'avais regardé un petit peu quelles avaient été les inspirations de Trevor. Donc tu citais Charles Bronson. Et c'est vrai qu'il y a un côté très collaboratif dans la création des personnages chez Rockstar. C'est-à-dire que ça peut vraiment... Les personnages font l'objet de brainstorming où il y a plusieurs personnes qui peuvent dire, mais vraiment littéralement, j'ai croisé un mec dans le bus, il était complètement taré, il faut absolument, vraiment il avait une manière de se mouvoir, il faut absolument l'intégrer dans le jeu. Et quelque part, c'est un personnage un petit peu composite. C'est pas uniquement Charles Bronson, il y a un petit peu de Jack Nicholson aussi en lui, il y a un développeur de Rockstar qui avait vu un documentaire sur un tueur en série, je sais plus lequel, mais en tout cas c'est un mix de plein de personnages différents et c'est peut-être un peu rassurant quelque part de dire que c'est pas juste une unique personne qui a créé le personnage de Trevor. Oui, lui-même est un patchwork, comme le jeu est aussi un patchwork d'influences, de références. Ouais. Et alors je sais pas si vous avez fait attention, pendant les cinématiques, il y a quand même quelque chose qui ressort de ce nouveau segment avec Trevor, c'est que la mise en scène a quand même changé de registre. On est sur un travail de la caméra portée, notamment, qu'il n'y avait pas forcément dans les séquences auparavant. La caméra était beaucoup plus stable. Et là, d'un seul coup, on avait une caméra dont les tremblements sont véritablement exagérés. On voit vraiment les mouvements qui sont exacerbés, quoi. Ça se ressent aussi manette en main. Il y a beaucoup plus de vibrations quand on passe sur des nids de poules. On sent que les routes ne sont pas les mêmes qu'à Los Santos. Ouais. Ce qui produit une forme
ressenti de la rage interne du personnage. Exactement. Le côté beaucoup moins policé évidemment que la ville en fait. La ville c'est tout lisse. Et là d'un seul coup c'est rocailleux, c'est sablonneux et du même coup ces mouvements de caméra tremblée viennent appuyer en fait ce décorum, je trouve. D'ailleurs, il y a un plan qu'on n'aura malheureusement pas le temps de voir ce soir, je pense, mais c'est le moment où Trevor observe Los Santos de loin, qui est absolument magnifique comme plan. Ils sont forts pour ces moments de découverte en fait de ville à partir d'endroits un peu désertiques. Il y a ça dans Red Dead Redemption 2 quand on découvre la ville de Saint-Denis, qui est aussi un moment absolument mémorable, je trouve, où on observe comme ça de loin et où c'est un choc à la fois sociétal, j'ai envie de dire, mais même civilisationnel pratiquement. Et même pour le joueur, de se dire qu'en fait le terrain de jeu qu'il a arpenté jusqu'ici est en fait 2 fois plus grand qu'il l'imaginait auparavant. Il y a un truc vertigineux, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me fait le même effet que dans Elden Ring quand on descend dans la Siofra où on se dit mais le monde est tellement grand. Alors c'est eux que je dois tuer. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah, tu vas à la voiture. J'étais parti pour y aller à la voiture, c'est peut-être pas le plus malin, mais allez, j'en prends un quand même. Ça marche, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Pour les motos, c'est bien, ouais. C'est la beauté de GTA, c'est que ça nous permet de faire ce genre de choses. C'est aussi là qu'on voit qu'il y a une grande différence avec le gameplay des séquences précédentes, en fait. On est vraiment dans une espèce de frenzy, là, pour le coup, de rage frénétique. Oui, d'ailleurs, c'est ça sa capacité spéciale à Trevor. C'est une espèce de rage de transe qui augmente les dégâts qu'il fait sur les autres, et je crois qu'il reçoit moins de dégâts aussi. Voilà. Mais on voit bien, ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point Trevor, c'est un personnage totalement bigger than life. C'est un personnage, tu l'as bien dit, c'est un patchwork d'influence, un personnage qui est totalement artificiel dans sa construction, qui est tellement trop, qu'en fait, on comprend bien que c'est presque c'est un archétype, en fait. C'est un pur archétype, tout comme Franklin est un archétype aussi, dans certains cinémas, celui de John Singleton, Boys in the Hood, etc. On retrouve ce genre de... Exactement. C'est Fair Hughes, c'est ça, Menace to Society, il me semble. Et bien sûr Michael, mais Michael il est particulier parce qu'il fait référence, peut-être pour moi tu l'as évoqué au tout début, il fait référence à Tony Soprano dans la série Les Sopranos, et notamment cette l'idée qu'il va constamment être devant sa télévision à regarder des vieux films de mafia et qu'il va en fait se projeter dans ces univers-là en disant voilà... il est fan du vieil Hollywood, il y a vraiment exactement. Un côté... Et Michael, il est comme ça aussi, en fait. Et d'ailleurs, dans le dialogue qu'on a vu tout à l'heure au pied de la piscine, il y avait cette idée que... il sort une réplique et Franklin dit « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Ah pardon, je me suis cru dans un film des années 80. » En fait, on a le sentiment que Rockstar assume le fait que ces personnages sont des figures illusoires, des figures purement cinématographiques. Et même, on pourrait se demander si le personnage de Michael, qui est dans cette espèce de dépression où il cherche un sens à sa vie, clairement, est-ce que Michael, il n'est pas en train de... J'essaie de prendre cette fiche trousse à pharmacie, ouais, je sais même plus comment on fait. Est-ce que Michael, finalement, il n'est pas en train de fantasmer tout GTA V, en fait? C'est le premier personnage qu'on interprète, qu'on incarne. Et est-ce que finalement, ce monde totalement bigger than life qui est GTA V, hyper cinématographique, hyper référencé, c'est pas le reflet de la cinéphilie de Michael, ouais. Tous les films qu'il voit, comment il construit les choses, comment il projette des choses sur les gens autour de lui, sa vision qu'il a de Los Santos, c'est ça. Il habite à Hollywood. Il habite à Hollywood. Il habite à Beverly Hills, voilà. En tout cas. Il est obsédé en fait par cette cinéphilie. Et même ces images d'Épinal qu'on décrivait au début comme étant des espèces de toiles de fond inaccessibles, est-ce que c'est pas aussi un imaginaire totalement illusoire de cette ville qui est, on le sait, la ville des illusions. David Lynch l'a hyper bien montré dans Mulholland Drive. Ça reste quand même la ville du faux, du factice, de la poudre aux yeux, et à la fois d'une forme de rêve qui peut jamais exister. Ce qui expliquerait que Trevor puisse avoir cette capacité spéciale. Je ne sais pas si tu peux la déclencher. Voilà. Et là, c'est tout le ralenti. Et je crois que les gerbes de sang sont plus grandes aussi. Il y a un truc comme ça d'exagération visuelle qui est totalement irréaliste, bien sûr, et qui contraste avec la ville. La ville est réaliste, mais ce qui s'y passe est totalement absurde, en fait. Bon, décidément, je n'aurai jamais cette trousse à pharmacie. Oh la vache. Ouais, ce petit ralenti là.
Je me souviens avoir particulièrement galéré avec les scènes avec Trevor, ouais, parce que c'est souvent des espèces de grosses tueries qu'il faut faire. Ah oui. En plus, là, ouais, t'as pas l'assistance à la visée. Hein. Non. Je confirme. Non, vous avez remarqué. Mais t'as pas besoin, visiblement. Bon, beaucoup de balles dans le genou. Hein. Mais c'est vrai que ça rappelle un peu dans le premier GTA les passages Kill Frenzy. Oui, c'est exactement ça. On avait une sorte de bonus et il fallait tuer le plus de personnes possible dans un temps limité. Et on avait un countdown comme ça des ennemis, c'était absolument ridicule, mais très très drôle hein, dans le premier GTA. C'était un jeu qui avait été très très critiqué d'ailleurs à l'époque. Politiquement, on accusait le jeu de rendre les gens violents. Oh, exactement. La jeunesse devenait décérébrée à cause de ce jeu. De glorifier la violence, ouais. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, on sait que GTA V est l'objet culturel peut-être le plus vendu. Oui, c'est ça. Crois, avec Minecraft, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances. Effectivement. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est de se dire que cet objet soit autant vendu, autant célébré, autant vu, expérimenté par un nombre incommensurable de personnes, alors qu'il a cette dimension extrêmement subversive pour le coup. Oui. Et qui sans doute participe de son succès. Et peut-être aussi que ça explique un certain cinéma contemporain qui ne cherche plus la prise de risque, qui ne cherche plus la subversion, finalement n'arrive jamais à la cheville en termes de visibilité d'un jeu comme GTA V. Peut-être aussi quelque chose, un signe des temps, je ne sais pas, mais... Il y a un gars là-haut, ouais. Ah oui, c'est ça, je me disais. Ils sont beaucoup, hein, ces bikers. Ils sont nombreux, ouais. On n'a pas tout ouvert quand même, pour pas perdre toute cette belle progression. Ah, et puis le décor est vraiment incroyable, avec ces caravanes là, qui viennent boucher les lignes de fuite, aussi pour montrer que c'est des gens qui sont fort clos dans leur monde, en fait. Et on a pas mal de scènes, en fait. On va se retrouver quand même... Je sais plus combien de temps, mais dans le cadre de plusieurs missions, vraiment, parmi les bikers dans cette campagne de Los Angeles, avant de pouvoir retrouver Los Santos, quoi. Et puis voilà, on est vraiment dans cette Amérique white trash qui fait vraiment penser à l'Amérique de Rob Zombie dans Devil's Reject ou même dans Halloween, dans le début de son remake d'Halloween. Oui, on n'est pas dans l'Halloween de Carpenter, on est vraiment dans l'Halloween de Rob Zombie. Ouais, complètement. Ben, merveilleux, sans assistance à la visée. Ça a fini par le faire. Très impressionnant. Avec le drapeau américain, évidemment, qui est là, comme un pied de nez aussi. Hein. Voilà, puis moi après, je pense qu'il faut juste ramener le pick-up. C'est ça. Mais à la ferme. Voilà. À peu près, je pense, ce qu'on voulait vous montrer. Donc, merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup. Et votre tolérance. On peut se prendre un tout petit temps pour les questions, comme d'habitude. Alors, y a-t-il des questions éventuelles? Si vous avez des questions, vous levez la main. Je vous donne le micro. Bonsoir, merci pour votre intervention, c'était passionnant. Alors, moi j'avais une question sur la spécificité. Je me demandais si en fait GTA V, parce que j'ai pas joué aux autres, c'était une spécificité le fait que tous les déplacements se faisaient en voiture ou pas. Parce qu'on sait notamment qu'à Los Angeles, plus généralement aux États-Unis, mais surtout à Los Angeles, la voiture c'est quand même le moyen de transport privilégié, beaucoup plus que la marche à pied. Et du coup, je me demandais si c'était spécifique à GTA et que du coup, enfin à GTA V, et que du coup, ça a essayé de retranscrire ce moyen de transport très spécifique pour Los Angeles, qu'était la voiture. Non, alors c'était déjà dans le cas, c'était déjà le cas. On pouvait arpenter les autres villes des précédents GTA en voiture, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté représentation de Los Angeles qui est pas une ville
très accueillante pour les piétons, ou même nous, finalement, peut se retrouver à arpenter à pied. Enfin, c'est une possibilité, mais on le fait très peu parce que la ville n'est pas du tout taillée pour. Et ça, je trouve qu'ils ont bien su le retranscrire. Et peut-être que les villes précédentes, Los Santos dans GTA, sont plus accueillantes que cette version fictive de Los Angeles qui a vraiment ce côté inhospitalier pour les piétons et les cyclistes. D'ailleurs, j'y pense, il y a un truc qu'il n'y a pas trop, c'est les transports en commun. Il me semble pas. Non, en tout cas, moi, je les ai jamais pris. Ouais, alors que c'est vrai que souvent, on a la possibilité de prendre des taxis, des bus. Il y a une mission, si je ne m'abuse, dans GTA V où on doit respecter le code de la route parce qu'on conduit littéralement un bus scolaire ou quelque chose comme ça. Question là-bas. Bonjour, moi c'est pas vraiment pour demander une question, c'est juste pour répondre à son intervention. C'est parce qu'en Amérique, il y a eu un lobbyisme très fort de l'automobile, ce qui fait que le développement de transport en commun ou de la bicyclette a été vraiment très ralenti. Donc les villes sont conçues de façon à ce qu'on ne peut pas marcher dessus ou on est obligé de prendre un taxi. Donc oui, c'est pas vraiment GTA en lui-même, mais c'est vraiment l'Amérique pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on trouve vraiment très peu de trains, ou à part vraiment dans quelques villes, peut-être en New York ou en Californie, mais on est quasiment obligé d'avoir une voiture, même pour faire des courses. Ah ouais. C'est hyper intéressant, du coup, le choix de Rockstar de partir sur un jeu qui s'appelle Grand Theft Auto, qui est quand même basé sur le vol de voitures et qui en fait toute la sève de son gameplay, effectivement. Presque une critique finalement de ce système en disant on est obligé d'avoir des voitures, pour ce faire on va les voler et puis comme ça on peut circuler dans la ville comme bon nous semble. C'est assez marrant. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Vous voulez tous aller voir Drive? Tout le monde veut aller voir Drive, normal. La séance est dans 10 minutes, je crois qu'on peut... Ouais. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. On Eh va bien, vous remercier. Merci beaucoup d'être venus.